Salut à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Sino-France. Nous sommes le mardi 5 décembre et nous sommes avec Marc Guyon. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue à Pékin, Marc. Donc toi, tu nous viens directement de Hong Kong et tu as été un des premiers à bénéficier de ce nouveau visa, cette exception de visa en fait. Est-ce que tu peux nous raconter ça rapidement pour commencer la vidéo? Oui, dès que j'ai vu cette excellente nouvelle, je ne m'attendais pas à voir ça un jour dans ma vie. Bon, sans trop exagérer, mais bon, c'est quand même une nouvelle assez folle. Non, c'est clair. La Chine qui a toujours été assez, a toujours été assez compliqué d'avoir un visa pour la Chine. Et en plus, moi-même, dans mon cas personnel, j'ai voulu aller en Chine ces derniers mois et j'ai toujours eu la flemme de faire le visa, de faire la demande, de trouver l'agence ou de faire prendre rendez-vous pour déposer le dossier. Donc, en fait, finalement, je ne suis pas allé en Chine ces derniers mois à cause du visa. Et même, je devais être à Pékin la semaine dernière. J'avais une invitation pour un événement à l'ambassade, de la part de l'ambassadeur, et j'ai répondu, j'ai été obligé de décliner parce que je n'avais pas de visa. Donc, bon là, ironie du sort, quelques jours plus tard, après avoir reçu l'invitation, la Chine s'ouvre contre toute attente à quelques passeports français. Il y a la Malaisie. Et donc, je me suis dit, bon, il faut y aller. C'est un signe, ou en tout cas, il faut y aller. Et donc, dès le premier jour, le 1er décembre, pas le 2 ou le 3, dès le 1er décembre, j'ai voulu tester dès le premier jour. Je voulais peut-être éventuellement piéger un petit peu pour voir s'ils savaient, ils étaient au courant. J'imaginais aller à l'immigration pour voir s'ils allaient me demander le visa ou pas. Donc finalement, ça s'est bien passé. Tout le monde était bien au courant. Tout le monde était au courant. Ils sont bien organisés. Ça a duré moins de 5 minutes. Voilà, donc comment tu as fait toi? Tu as présenté ton passeport, dans les faits comment ça s'est passé? Tu as acheté ton billet d'avion, qu'est-ce que tu as fait pour rentrer en Chine en fait? Oui, en fait j'ai pris, déjà pour acheter le billet d'avion comme quand on va partout, en Thaïlande, au Vietnam, donc il n'y a pas besoin de quoi que ce soit par rapport au visa. Et en fait, voilà, juste au moment d'arriver à l'immigration, un petit peu d'appréhension en me disant, bon, est-ce que c'est bon est-ce que par hasard il y avait une information que j'ai pas lue et que finalement j'aurais dû faire un truc en ligne avant Finalement non, je suis arrivé, ils étaient au courant de tout, ça a duré moins de 5 minutes, il fallait remplir un arrival card comme partout, comme quand on va en Thaïlande ou au Vietnam. Et on met les empreintes, après c'était très smooth, comme on dit. Voilà. Super, super, ok. Et donc toi tu es basé à Hong Kong, tu es venu de Hong Kong, tu habites à Hong Kong? Tout à fait, voilà, je réside à Hong Kong depuis déjà 11 ans. Et voilà, j'étais venu en Chine continentale, la dernière fois c'était en 2018. Ça faisait 5 ans que je n'étais pas venu à Shanghai, 6 ans à Pékin. En plus avec le Covid et tout. Voilà, donc c'est mon premier séjour en Chine continentale, en tout cas à Pékin et à Shanghai depuis le Covid. Bon, heureux d'être là? Oui, très heureux et très heureux de voir la communauté française, dont beaucoup de personnes que j'ai rencontrées virtuellement sur Internet depuis des mois, même des années, et que j'ai pu rencontrer en personne maintenant, y compris toi. Bien sûr, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la vie à Hong Kong? Voilà, ça peut intéresser des gens, je pense. Tout à fait, la vie à Hong Kong, j'y suis allé au début surtout pour le kung-fu. C'est la ville de Bruce Lee, la ville de Jackie Chan. Toi, tu es de quelle ville en France? Moi, je suis marseillais. Voilà, d'accord. Donc, je viens de Marseille, je viens du sud de la France. Pourquoi je suis venu à Hong Kong? Au début, c'est surtout pour les arts martiaux. Je voulais découvrir un peu les écoles locales. C'était un peu du tourisme de kung-fu, comme on pourrait aller au Brésil pour le capoeira. Voilà, donc voilà, un peu comme on va en Inde pour le yoga ou au Brésil pour de la capoeira. Moi, je suis allé à Hong Kong pour le kung-fu, à l'origine. Ensuite, j'ai vu que la vie était tellement bien organisée ici, la communauté française était tellement présente que je me suis senti chez moi. Et quand je rentrais en France, à Marseille, je me suis senti un petit peu à l'étranger, même si je suis chez moi à Marseille dans le sens où j'aime toujours le climat, le sud, etc. Mais je me suis senti, j'ai senti un gros manque parce qu'en fait, à Hong Kong, on se sent très vite chez soi. On prend très vite des repères, rencontre très vite des amis, pas que français. En fait, le contact avec les locaux et les expats et tout, en fait, se fait très vite à Hong Kong. La vie à Hong Kong va très vite. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, normalement… Tu peux t'enraciner, entre guillemets. Exactement, on s'enracine très vite à Hong Kong. Voilà. Et en fait, tous les Français que j'ai rencontrés qui ont été à Hong Kong, soit ont vécu temporairement, quelques mois, quelques années, soit même en tourisme, soit ils ont adoré, soit ils ont détesté. Mais en fait,
Tous ont. Dans ma tête, Ils disent la même chose, quoi. Ouais, je n'ai qu'un exemple de personnes en tête qui n'ont pas aimé Hong Kong depuis 11 ans là-bas. D'accord. Tout le monde a voulu revenir ou rester vivre à Hong Kong. D'accord. C'est vrai que moi, je connais pas beaucoup de personnes à Hong Kong ni rien, mais et d'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un comme Marc est vraiment important dans la communauté à l'étranger, avec son club. C'est quoi le nom de... Le CFI, le Club France International. Club France International, dont je suis membre. Hein. Et donc, on va en reparler un peu plus tard. Et sinon, c'est vrai que justement, moi je suis à Pékin. Hong Kong, c'est vrai que je connais pas trop, même si j'y suis allé quelques fois en vacances pour. Mais c'est pas loin, il faut revenir. Non, ouais, bien sûr, bien sûr. Et mais c'est vrai que à chaque fois que les gens me parlent de Hong Kong, qu'ils ont habité là-bas, où il y a plein de gens qui ont envie d'y aller, ça attire quoi, ça attire. Le climat à Hong Kong, est-ce que tu peux rapidement un mot sur le climat? Là, je préférerais être à Hong Kong parce qu'il fait moins froid. Ouais. À Pékin, il fait un peu froid en ce moment, en décembre. Ce qui est bien à Pékin, c'est que c'est sec en fait. Oui, voilà. En fait, c'est bien, c'est pas bien si c'est bien en été, parce qu'en été, il fait trop chaud à Hong Kong, trop humide. En tout cas, si on est obligé d'aller au travail en costume. Et l'hiver, c'est mieux à Hong Kong parce que si ça va, les températures sont bonnes. Décembre, c'est un très bon mois à Hong Kong. D'accord. Ah, ça, c'est bon à savoir, ça. Oui, novembre, décembre, même des années où au début décembre, on peut aller à la plage à Hong Kong. Ah ouais. C'est moins humide. Voilà. Et après, moi, même l'été à Hong Kong, quand c'est humide, moi je me sens bien parce que je peux me permettre d'être en short, en t-shirt, voilà. Mais quand on va au travail en costume et encore plus si on met une cravate, c'est assez difficile l'été à Hong Kong. D'accord. Moi, j'ai habité à Taipei, à Taïwan pendant 6 ans, et c'est vrai que moi, ce que j'aimais pas, c'était la pluie. Tu sais, pendant des mois, il peut pleuvoir quasiment tous les jours. Hein. Oui, je ne sais pas si Hong Kong c'est comme ça. Hong Kong, ça peut être un peu ça pendant l'été. Des fois, il fait très beau, très chaud, très humide. Des fois, il y a une saison des pluies. Mais après, il y a des périodes où, voilà, octobre, novembre, décembre, on sait qu'il y a peu de risques de pluie et on sait qu'il ne fait pas trop chaud. Voilà, ça, c'est la meilleure saison, tu dirais? Voilà, ou alors aussi début mars, avril, un petit peu avant l'été. Pour l'anecdote, quand j'organise un tournoi de pétanque, par exemple, c'est plutôt le mois d'octobre-novembre parce que c'est les meilleurs mois de l'année où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, pas trop humide. Voilà, et mars-avril. Il y a combien de Français à Hong Kong alors à peu près? Alors en ce moment, enregistré environ 12 000. D'accord, c'est énorme, enregistré en plus. Ouais, c'est la plus grande communauté de Chine. Et ça, c'est seulement ceux qui sont enregistrés au consulat. Bien entendu, il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits et donc on peut estimer je dirais qu'on est 25 000 ceux qui ne sont pas inscrits. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais même comparé mondialement, ça doit être une des plus grosses communautés, non? Hong Kong? Enfin, par rapport à la moyenne mondiale, oui. Voilà. Après, bien, quoi, non? Voilà, par rapport à Londres ou en Suisse, on n'est pas beaucoup. Voilà, mais après, c'est pas comparable. En tout cas, pour les villes en Asie où on est loin, aussi loin qu'en Asie. C'est une grosse communauté. Bon, on m'a dit que c'est un Anglais qui m'a dit que Londres c'était la 2e plus grande ville française. La 6e. Non, la 2e quand même pas. La 2e, ça fait quand même. Ouais, la 2e, c'est Marseille. C'est pas Lyon, c'est Marseille. C'est pour ça. Ouais. Mais oui, parce que j'ai vécu la 6e, hein, tu te rends compte? Oui, donc si tu fais le classement des villes en France, la 5e ville, je ne sais plus combien là, mais en tout cas à Londres, il y a 300 000 Français inscrits, mais peut-être qu'il devrait y en avoir plus. Oui, on peut dire qu'il y a 500 000 peut-être Français à Londres. C'est énorme. Et donc je crois qu'on peut dire pour rigoler que c'est la 6e ville de France. Ouais. Carrément, c'est génial. Il y en a beaucoup en Suisse aussi. Oui, bien sûr. Mais ils sont répartis dans toute la Suisse. Bien sûr. C'est différent. Ouais. D'accord. Donc, toi, tu fais quoi à Hong Kong? Si tu pouvais nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ce fameux Club France International. Oui, alors donc je suis entrepreneur et j'ai plusieurs activités. Mais bon, pour commencer par le commencement, à l'origine, je suis un contrôleur de gestion. Je viens de la finance d'entreprise. Après mes études à l'IAE Aix-en-Provence, j'ai travaillé en VIE en Angleterre dans une boîte française. Et ensuite, j'étais pendant longtemps en vacances à Hong Kong, pendant 1 an et demi, où je fais que des arts martiaux. C'est pour ça que je dis que je suis venu à Hong Kong pour les arts martiaux. Et après, bon, il a fallu bien que je recommence à travailler pour gagner un peu de sous. Donc, j'étais encore contrôleur de gestion dans une boîte française. Et voilà, en Hong Kong, jusqu'au jour où j'ai décidé de me consacrer à ma passion, qui est les arts martiaux. Et donc, j'ai ouvert mes clubs
Ça a pris un grand coup avec le Covid. Mais voilà, je redémarre, je recrée encore un club, je donne des cours particuliers. Et en plus de ça, j'ai toujours été très engagé dans la communauté française. D'abord au niveau associatif, bénévolement, en étant président de l'UEFE pendant 5-6 ans. Et maintenant avec le Club France International, qui est à la fois un réseau, un média, une communauté et une plateforme d'apporteurs d'affaires. Donc toi, tu es le président fondateur du Club France International. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça consiste à quoi en fait Ça consiste à… Pourquoi tu as créé ça? J'imagine que tu as pris conscience qu'il devait y avoir une demande, qu'il y avait un besoin. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit, j'étais président de l'UEFE pendant 5-6 ans. Pour des raisons, pour diverses raisons, j'en suis sorti et je suis devenu un petit peu plus pro, on va dire. C'est-à-dire que j'ai voulu diversifier les activités en plus de faire des événements assez casual, on va dire, où tout le monde peut venir, en faire des activités bénévoles. J'ai souhaité faire une communauté plus business. Donc ça, c'est la première des choses. Le réseau peut permettre de jouer un rôle d'apporteur d'affaires. Vous voulez créer une entreprise à Hong Kong, je vous mets en contact avec les bonnes personnes qui vont vous aider à faire les documents nécessaires, ouvrir le compte bancaire, etc. Voilà. Vous voulez acheter un bien en France, à Hong Kong, en Chine, etc. Je vais faire le maximum pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Voilà. Donc ça, il y a un côté business qui n'existe pas forcément dans la vie associative, qui est juste là pour faire normalement des petites soirées. Et l'autre chose, c'est aussi, j'ai trouvé que la plupart des réseaux dans lesquels j'étais étaient très franco-français. Et je pense que la communauté française de nos jours, la communauté française et leurs amis, est de plus en plus diversifiée. Mon épouse, par exemple, elle-même est hongkongaise et ne parle pas français, ou alors parle encore couramment. Voilà. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans beaucoup de situations où, en fait, beaucoup d'événements étaient très franco-français et les étrangers, que ce soit les locaux ou les autres expats, ne se sentaient pas forcément bienvenus. Bien sûr, ils sont toujours bienvenus, mais voilà, comme tu le sais, les Français, voilà, les Français, quand on est dans une soirée où il y a 95% de Français, il y a une ou deux personnes qui ne parlent pas français, donc on va faire plaisir, on va jouer le jeu, on va parler anglais. Oui, salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais à la soirée? Bon, très bien, tu parles français un petit peu, d'accord, qu'est-ce que tu sais? Voilà. On va faire plaisir, on va parler un peu anglais au début, mais au bout d'un moment, voilà, on va boire un verre de vin, tout le monde va parler en français, et ce qui est normal, je trouve que c'est normal, mais après, quand il y a le format ne correspond pas forcément à créer des ponts. Et moi, ce que je veux avec le CFI, contrairement à d'autres réseaux franco-français, c'est de créer des ponts entre la communauté française et la communauté locale et le reste de la communauté expat. C'est-à-dire que les Français, je considère que partout où ils vont dans le monde, ils doivent s'implanter et bien connaître, avoir des réseaux locaux. À Hong Kong, ils doivent connaître des Hongkongais, en Thaïlande, la même chose, etc. Tout comme les Chinois en France, je trouverais curieux qu'ils restent entre Chinois, ils font que des soirées entre Chinois. Les Chinois en France, ils doivent respecter les règles, la règle française et ils doivent s'implanter localement, connaître des Français, Les Chinois en France, moi je connais pas trop, mais le peu que je connais, ils sont quand même très reclus sur eux-mêmes. Mais un peu comme les Français à l'étranger aussi. C'est vrai, voilà, mais je pense qu'il y a… Donc, on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre, parce que les Français à l'étranger, ils restent entre eux. C'est vrai, mais je pense que ça peut changer. Oui, non, mais tout comme l'image des Chinois en France, on peut dire qu'ils font des événements entre eux, etc. Mais il y a un besoin. C'est vrai. En tout cas, toi, tu veux travailler dans cette direction. Voilà, je veux travailler dans cette direction. Et en fait, tout simplement par principe. C'est-à-dire que moi, je parle des Chinois en France, mais je peux parler très bien de toute d'autres nationalités, peu importe le pays. Tout le monde Partout où on va, il faut créer des échanges. Voilà. Et donc, moi, je trouve pas normal que beaucoup de Français restent toujours entre colocs entre Français, travaillent entre collègues français, mangent français tout le temps, ils ne voient que des Français. Voilà, donc, il faut créer des liens. Et donc, en fait, moi, ça me fait plaisir de temps en temps aller dans des événements franco-français parce que j'ai envie de voir des Français ce soir-là, ou parce que le sujet est français, ou parce qu'on regarde, il y a des discussions qui concernent que des Français. Voilà. Mais il faut de plus en plus d'événements dans lesquels, en fait, si on veut, je pense que si on veut contribuer au rayonnement de la France, de le monde, ce qu'il faut, c'est apporter la France aux gens qui n'ont pas trop de contact avec la France. Il faut les intéresser, il faut leur donner envie d'apprendre le français, il faut leur donner envie d'aller dans les restos français, etc. Donc, c'est comme ça qu'on rend service à la France. Ce n'est pas en restant que entre Français, c'est en connectant les Français avec les locaux. Donc, et ça va aider les Français aussi, parce que partout on va, surtout dans un monde, surtout à Hong Kong maintenant, où en fait, il faut de plus en plus parler chinois, et en Chine, il faut de plus en plus parler chinois, il faut se connecter plus.
C'est fini le temps où en fait on était tous des expats envoyés par une boîte française avec toute la famille, etc. Où on n'avait pas besoin, on se dit ouais c'est bon, nous on est des Français, on n'est plus dans un monde où on doit être dans une bulle de Français. De nos jours, il faut être connecté localement. Et ça a changé. Et je pense que le CFI, ça doit contribuer à ça. En fait, dans d'autres termes, je veux créer une diaspora donc le CFI, de Français. Oui, le CFI, il est présent dans quel pays? Est-ce que c'est qu'en Asie? Est-ce que... Non, partout dans le monde. Après, bon, comme on démarre et voilà, on fait les choses étape par étape, je dirais qu'on a une trentaine comment on n'appelle pas ces chapters, mais bon, d'endroits où on est plus ou moins actif. Voilà. Maintenant, dans beaucoup d'endroits, ce sont juste des références, c'est-à-dire c'est des gens qui sont volontaires pour, voilà, si tu veux aller dans telle ville, il y a quelqu'un là-bas qui peut te rendre service. Par contre, lui, il n'a pas encore commencé à organiser des événements réguliers. Voilà. Après, on a 3-4 villes où il y a des événements réguliers, y compris même à Paris. Voilà, donc maintenant l'objectif c'est d'avoir partout dans le monde et même en France des personnes qui organisent des événements régulièrement, qui créent des communautés où on va échanger sur le sujet de l'expatriation ou en France sur des gens qui veulent s'expatrier ou des anciens expatriés qui rentrent en France. Parce que finalement, l'expatriation, en tout cas l'esprit international, c'est un état d'esprit. On peut partager ça, tout à fait. Tout à fait. Partager donc, nos expériences. À Paris, on a un groupe d'anciens expats. D'accord. Donc, quand je vais à Paris, je les vois, on fait un petit resto, on fait une petite soirée, on fait des événements. Voilà. Super, super. Du coup, toi, tu as un poste gouvernemental, enfin, tu es... Non, pas gouvernemental. Non, tu es représentant... Je suis un élu de la République, voilà. On peut dire ça, un petit élu. Voilà, le plus petit niveau d'élu de la République. Voilà, je suis des élus de Hong Kong et Macao, de la communauté française, bien entendu, pas la communauté locale. Voilà, bon, pour ceux qui ne le savent pas, les expatriés ont leurs propres élus locaux dans le monde entier. Je crois qu'on est le seul pays au monde à avoir ce système et je pense que c'est très bien, il faut le préserver. Ce qui n'est pas donné, parce que comme il y a 15% de participation à ces élections, parce qu'il y a plein de gens s'en fichent, ça peut disparaître. D'ailleurs, ça n'existe pas depuis longtemps. C'est clair, voilà. C'est clair qu'il faut préserver. Voilà, donc en fait, je suis un des 4 élus des Français de Hong Kong et Macao. Il y en a 3 à Pékin, il y en a 3 à Shanghai. Voilà. Et voilà, je fais ce que je peux pour être le lien entre la communauté française et, on va dire, l'administration ou les autres élus. Voilà, quand il y a normalement un député, un sénateur, un ministre, un officiel qui vient à Hong Kong, qui veut rencontrer la communauté française, en général, ils veulent rencontrer le consulat, le lycée français, la chambre de commerce, les associations et les élus. C'est normal. Donc c'est quoi ton rôle en tant qu'élu Alors déjà, il y a des réunions dans lesquelles on est obligé, il faut qu'on y aille, les réunions du conseil consulaire, parce qu'on est membre du conseil consulaire. On est conseiller des Français de l'étranger. Voilà. Donc au moins 2 fois par an, mais ça peut être 3-4 fois, ça dépend des circonstances. On a des réunions au consulat pour des discussions générales ou en tout cas au moins sur les bourses scolaires, sur l'aide sociale. Donc on analyse certaines les bourses scolaires du lycée français, on a une voix délibérative là-dessus. Pourquoi? Parce que normalement, on a une certaine connaissance de la communauté française. Donc, s'il y a des points sur lesquels on peut apporter des connaissances complémentaires que l'ordinateur n'a pas, par exemple, on sait que telle ou telle famille est effectivement dans certaines difficultés, etc. Donc, on peut apporter quelques éléments pour éclairer le dossier et après, on peut influencer sur pour trouver la bonne décision. Voilà. Donc, ça, et après, bon, on est parti peut-être actuellement à des réunions sur les comités de sécurité, sur tout ce qui peut avoir lieu sur les risques sanitaires, tout le reste. Voilà. Mais plus globalement, en dehors de ces réunions obligatoires, je pense qu'on doit être un lien entre la communauté française et l'administration. Donc, s'il y a un message à faire passer de l'administration à la communauté française, par exemple, récemment, on a eu avec le Covid, etc., il y a eu pas mal d'informations à relayer, on les relaye. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc, c'est-à-dire que la communauté française, si elle a quelque chose à relier au consulat, elle n'arrive pas à les joindre, il y a un problème, etc., c'est aussi mon rôle de faire le lien. Voilà, donc j'espère que ça arrive le moins possible. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes. Est-ce que tu as des exemples concrets où tu as aidé à faire avancer des dossiers, où tu as aidé des services concrets à la communauté ou à des personnes, hein, même si c'est 1 ou 2 personnes, ça peut changer des vies. 90% de ce type de travail, c'est de donner des informations.
Parce que beaucoup de personnes me demandent des choses qu'elles peuvent trouver déjà facilement sur Internet. Voilà comment j'arrive pas à mettre un rendez-vous avec le consulat. Tac, voilà, il faut aller là, je donne des informations. Voilà. Quelquefois, bon, j'espère. Le contact humain, mais c'est normal. Voilà. C'est normal, puis, bon, tu vois, parce que. Parce que tout le monde n'a pas forcément les réflexes de trouver, voilà, chercher le bon endroit. Les gens, ils veulent appeler, ils veulent un contact, ils veulent une personne. Effectivement, voilà. Et après aussi parce on est face à face dans un dîner, dans un événement. C'est pour ça aussi que je fais le CFI. Je suis au contact de la communauté française. Donc parfois, au lieu d'aller faire des recherches, je suis face à face. Donc au fait, comment ça se passe. Donc ça, à la rigueur, c'est normal parce que c'est pratique. Voilà. Après, dans quelques cas, le moins souvent possible, j'ai pu avoir quelques plaintes en me disant, écoute, j'arrive pas à joindre le consulat, c'est tous des imbéciles, il n'y a personne qui me répond, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, quelquefois j'ai pu voir le dossier, j'ai dit mais ok, montre-moi, explique-moi ce qui s'est passé déjà. Déjà il faut que je vois si vraiment il y a un problème, parce que des fois, si c'est juste pour avoir un rendez-vous plus tôt, ça c'est pas mon rôle. Voilà. Je suis pas un passe-droit, les gens doivent faire la part des choses, voilà, les gens doivent faire la procédure normale. Après, s'il se trouve que les gens ont un problème pour un passeport, pour cela, parce qu'il y a quelqu'un dans le consulat qui ne répond pas, qui ne fait pas son travail, là, du coup, c'est mon rôle de voir un peu, de voir le consulat. Écoutez, j'ai eu telle personne qui se plaint, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne le répondez pas? Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, donc c'est aussi mon rôle, j'estime que c'est mon rôle aussi. Donc ça va dans les deux sens. Je suis un élu de République, je représente le peuple. Je ne fais pas partie du gouvernement, je ne fais pas partie de l'administration. Donc, il ne faut pas oublier que l'administration, toute l'équipe du consulat ou de l'ambassade, ce sont des gens qui sont nommés par le gouvernement. Moi, je n'en fais pas partie. Et, toi, tu es élu populaire. Ce ne sont pas des gens qui sont élus. Et donc, moi, je représente les intérêts des Français de Hong Kong et Macao. Je ne représente pas les intérêts du gouvernement. Certainement pas. Donc, en fait, s'il y a quelque chose à creuser, je suis là pour ça. Voilà, d'accord. D'accord. Ça, c'est super important. Et comme tu disais, j'espère qu'ils vont maintenir ces postes-là parce que ce serait quand même dommage. Là, c'est vraiment populaire, en fait. Bien sûr, c'est populaire parce que déjà, les Français sont représentés. Ils votent. On est toi, les seuls. Élu. Voilà, tout à fait. Donc, mais en tout cas, ils se sentent représentés. Maintenant, il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour que ça devienne vraiment quelque chose dont tout le monde est au courant. Malheureusement, beaucoup de Français ne sont même pas au courant qu'il y a des élus. C'est clair que 15% de participation. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'on soit élu avec 15%. C'est clair. Il y a plusieurs raisons. Je pense que déjà, ceux qui sont en place, y compris moi-même, j'ai ma part de responsabilité. Peut-être qu'on n'a pas encore les bons réflexes, les bons moyens pour communiquer. Et après, l'autre explication que j'ai, c'est que je pense que les élus actuellement ne parlent quasiment pas de politique. Parce qu'en fait, finalement, quand les gens votent, ils vont penser qu'il y a de la politique, il y a une élection, qu'est-ce qu'ils représentent. Voilà. Donc, une de mes interprétations, c'est que quand ils vont voir les différentes listes des candidats aux élections, ils disent « Oh, mais c'est tous les mêmes, ça ne sert à rien ». Premièrement, c'est tous les mêmes, et après, deuxièmement, on ne connaît personne. Parce qu'en général, ou alors ils votent, mais ils votent pour leurs amis. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, c'est une élection qui a peu d'intérêt. Donc moi, je pense qu'il faut susciter de l'intérêt pour la démocratie en général, déjà, et ensuite aux élections locales, mais pas qu'à l'étranger. En France, aux élections municipales, etc. Il y a plein de gens qui ne votent pas aux élections municipales en France. Voilà. Donc à l'étranger encore plus. Et je pense qu'il y a une déconnexion entre le peuple et le système. Et moi, je pense qu'il faut recréer cette connexion. Et encore plus à l'étranger où voilà, il y a la distance, il y a tous les Français qui sont finalement couple binationaux, ils ont pris leur distance avec la France, mais je ne veux pas qu'ils coupent totalement le contact avec la France, je veux qu'ils gardent un certain lien et le rôle des élus, c'est de faire ça aussi. Bien sûr. Écoute Marc, là on est proche de la fin. Donc écoute, merci déjà beaucoup d'être venu nous voir à Pékin. Voilà, on est honoré de ta visite. Et je voulais te laisser le mot de la fin. Voilà, donc si tu as quelqu'un à remercier, des remerciements, si tu veux passer un coucou, voilà, le mot de la fin, c'est pour toi. Je remercie déjà tous les Français de Chine qui m'ont répondu, parce que j'ai lancé un appel à venir à ma rencontre.